Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été en ce jour férié, ça fait beaucoup de raisons de travailler pour nous. Ben oui, parce que vous avez peut-être un peu plus de temps pour partager nos moments de débat sérieux et souriants. C'est le principe. Bonsoir à tous. Venez défier nos éditorialistes sur l'actualité via le standard de Sud Radio où Najette vous attend ce soir au 0826 300 300. Ici, c'est du parlons vrai, voilà, comme l'on dit. Petite présentation de nos éditorialistes, vous allez vous régaler. Ce soir, il y a des divergences de points de vue, donc des débats intéressants à venir. Bonsoir Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement Les Républicains Paris 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. L'ai-je bien descendu? Très bien, bravo. Ah, comme ça, hein. Bonsoir. Voilà, bah oui, très bien. Pas de vacances, 15 août, tout. Non, je reste avec vous. Ouais. Je ne vais pas vous abandonner. Non, s'il vous plaît, merci. Alors, en face de vous, Raphaël Rémy-Leleu, conseillère de Paris, écoféministe et auteur de Beyoncé est-elle féministe? Ça a marché, ça? Écoutez, ça marche bien puisqu'on Ouais. l'a réédité. J'en suis la co-autrice et puis il y aura peut-être même une surprise pour l'année qui vient. Ah, et ouais, c'est surprenant comme question. Mais c'est une question passionnante et surtout on répond à d'autres questions pour aborder le féminisme, y compris avec les plus jeunes. Et Beyoncé, elle est féministe alors ou pas? Écoutez, c'est environ 15 € dans toutes les librairies. Je ne vous ai pas piégé. Bravo Raphaël. Et nous lirons, c'est promis. Et puis avec nous, Michel Taube, fondateur du média Opinion Internationale et éditorialiste politique. Bonsoir Michel. Bonsoir cher Frédéric. Il y avait quoi dans Opinion Internationale aujourd'hui? Alors il y avait des sujets dont on va parler, notamment cet athlète français qui a été suspendu par la Fédération française d'athlétisme. Bah oui. Mais permettez-moi de rebondir sur Beyoncé, ou plutôt sur le féminisme, parce que je porte toujours une cravate orange. Oui, c'est un bel hommage qui est le d'ailleurs. symbole Ouais. de la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Parce qu'il fut un temps où aux Nations Unies, il y avait l'Orange Day, la journée orange, qui avait lieu le 25 novembre de chaque année. Et je ne sais pas pourquoi cette journée a disparu. En fait, le 25 c'est fort novembre dommage. existe toujours, c'est la Oui, journée ça oui, mais pas internationale l'Orange de lutte Day, contre pas les l'Orange violences Day. faites Donc aux il fut femmes. un temps la mairie de Paris, chère madame, illuminait l'hôtel de ville en orange le En 25 violet maintenant. novembre. Et on met les Voilà. drapeaux en Mais vert. donc voilà. Moi, Bon, j'ai une alors cravate moi je vais orange. vous dire, je suis Voilà. sportif et fan des deux couleurs parce que l'orange c'est les Pays-Bas et le violet c'est le Paris Université Club. Vous voyez donc comme ça. Voilà, toutes les couleurs sont belles. Et ça a été les Jeux Olympiques aussi de Paris 2024. le violet. Évidemment, on s'est régalé, on en parlera. Vous êtes là en tout cas les vraies voix, vous aussi les auditeurs de Sud Radio et au programme de ces vraies voix du 15 août 2024, mention encourageante pour les universités françaises. Le classement de Shanghai révèle aujourd'hui dans son top 1000 mondial 4 établissements français figurent dans le top 100. La France occupe la 7e place de l'évaluation par pays. Quel est votre sentiment sur nos universités, souvent décriées, mais dans ce cas plébiscitées pour certaines? Nous vous posons la question dans notre grand débat à 17h30. La question, les universités françaises restent-elles des références pour l'enseignement supérieur? Vous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Et puis notre coup de projecteur à 18h40 s'attardera sur les commémorations des 80 ans du débarquement de Provence. En ce 15 août, Emmanuel Macron a réuni à Saint-Raphaël, enfin à côté à Boulouris, dans le Var, les chefs d'États africains, ancienne colonie française. Les tensions diplomatiques de la France en Afrique ont cependant aminci la liste des présents, d'où la question de notre coup de projecteur. 18h40, la France est-elle suffisamment reconnaissante de ses anciennes colonies africaines? Là aussi, même principe, vous donnez votre avis dès maintenant sur la question et le compte X de Sud Radio. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat. Tout comme l'a fait d'ailleurs Chantal. Écoutez Chantal sur le répondeur de Sud Radio. Oui, bonjour. Je suis contente d'entendre dire que les services publics sont en très grande difficulté. C'est bien pour ça qu'il faut nommer Lucie comme première ministre, parce que son programme, le programme du Front populaire, est là-dessus, sur les services publics. C'est-à-dire, les services publics, c'est la République. Or, on n'a plus de psychiatrie, la psychiatrie est malade, la santé est malade, les éducateurs, on en manque partout, l'aide à l'enfance est malade, etc. Il faut remettre plein de moyens et d'intelligence dans les services publics.
Merci, au revoir. Eh bien Chantal, pour le coup, ça c'est un message qui va faire mouche. Je me tourne en direction de mes différentes vraies voix. Allez, on commence. Plutôt heureuse d'avoir entendu ce message, Raphaël Rémy-Leleu. Écoutez, moi je suis ravie, je veux plus de Chantal dans ce pays, je veux que Chantal soit entendue jusqu'à l'Élysée. En effet, nous avons besoin de Lucie Castet, Première ministre, et surtout, comme vous l'avez dit, les services publics, c'est la République, et même si on a bien besoin, nous, de nos services publics, je crois que nos services publics ont aussi besoin de nous. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle dit Lucie, hein, Chantal. Bon, c'est vrai, on n'a pas encore bien mémorisé le nom, parce que ça peut-être qu'elles sont très copines. Aussi, peut-être aussi, oui. Bon, et puis Castet, ça ressemble à Castex, enfin bon, il faut qu'on s'y fasse. Lucie Castet, retenez ce nom. En tout cas, là où c'est intéressant de sa part, c'est que malgré l'ultra-présence des Jeux Olympiques dans la sphère médiatique, elle a pu déjà se faire entendre. C'est une campagne qui part, hein, d'une certaine manière. Et c'est tout à fait inédit, puisque jamais on a eu à faire campagne pour obtenir un ou une première ministre. Lucie Castet s'est frayé un chemin porté par la dynamique du nouveau Front populaire. Maintenant, il va être temps de respecter le résultat démocratique et aussi de l'esprit des institutions, car ce dont ne veut surtout pas Emmanuel Macron, c'est d'une cohabitation. Mais quand on regarde le résultat de l'élection législative, il est plutôt évident que la cohabitation doit avoir lieu. Je vous avais promis des points de vue différents dans cette émission. Peut-être Corinne Tapireau sur Chantal, pas forcément, oui. Non, ouais. non, il n'y a pas de problème. Moi, je pense effectivement, il y a beaucoup de choses à revoir dans l'organisation des services publics, la formation, notamment, on l'a signalé en psychiatrie, sur ce qui concerne toute l'aide sociale à l'enfance, ce qui est quand même quelques grosses difficultés. Néanmoins, je vois pas en quoi Lucie Castet serait la révélation du siècle. Les institutions de la Ve République sont ainsi faites. C'est le président de la République qui nomme son ministre. Jamais il n'y a de candidature de postulants de leur propre chef ou du propre chef d'un parti. Donc je pense que... Même si d'une certaine manière, implicitement, il avait été demandé au nouveau Front populaire de proposer. Mais peu importe. Donc moi, je suis assez peu friande de ces big-up là sur les castings qui n'apportent pas vraiment grand-chose. En plus, là, j'ai vu qu'il y avait quelques divergences de points de vue. Alors, c'est pour l'envoyer au front qu'elle se prenne les pieds dans le tapis sur l'essentiel des accords qui avaient été passés. Enfin, je vois vraiment pas l'intérêt. D'accord. Et je pense que quand on attend un Premier ministre, la discrétion, c'est quand même plutôt la mise. Auriez-vous une aspiration à trancher dans ce double point de vue opposé, cher Michel Taube ? Non, mais je pense que ce que l'auditrice nous dit est vrai sur la question des services publics. C'est-à-dire pourquoi le Rassemblement national est-il devenu le premier parti de France depuis maintenant de nombreuses élections ? C'est parce que, effectivement, les classes populaires qui votent aujourd'hui le Rassemblement national, plus que les bobos des centres-villes qui votent pour le pseudo-nouveau Front populaire, les classes populaires, elles ont besoin de services publics. Elles sont demandeuses de services publics. Les déserts médicaux, c'est un véritable scandale. Il n'est pas normal que l'Ordre national des médecins n'organise pas avec ses membres, c'est-à-dire les médecins, une présence de médecins, les jeunes internes qui commencent leur carrière de médecins sur l'ensemble du territoire. Les Français ont besoin de services publics. On est dans un pays où, effectivement, la dimension publique est très importante. Donc, il faut y répondre. Et tant qu'on n'y répondra pas, les extrêmes verront leur voix augmenter, que ce soit à droite ou à gauche. Bon, le principe de cette émission, Les Vraies Voix, c'est d'avoir notre auditeur fil rouge. Notre auditeur fil rouge, il est avec nous au téléphone. Et pour tout vous dire, je sais déjà sur quoi il veut s'exprimer. Et ça tombe bien parce que il va d'une certaine manière vous répondre. Bonsoir, Gilles. Oui, bonsoir à tous, bonsoir au plateau. Bonsoir. Alors je vois Coubron. Bon, là c'est un endroit que j'ai bien connu pour m'y être entraîné à vélo entre Montfermeil et Chelles. Alors vous êtes quoi, Seine-et-Marne ou Seine-Saint-Denis ? C'est Seine-Saint-Denis, hein, Coubron. C'est Seine-Saint-Denis, Coubron, absolument. Ouais. Mais il y a 2-3 belles côtes, hein, à côté, hein. Oui, tout à fait. Mais c'est frontalier avec la Seine-et-Marne, donc je comprends la confusion. Eh ben oui, bien sûr. Moi, j'étais du CSMO cycliste, vous voyez. Bon. Alors, cher Gilles, vous n'êtes pas un sportif en chambre, mon cher Frédéric. Non. C'est super. Non. Bravo. Je salue Raphaël Rémy-Leleu, notre vraie voix, qui a une belle carrière de judoka aussi, hein. En tout cas, j'ai essayé, oui. Oui. Voilà. Bon, alors, cher Gilles, vous voulez revenir. C'est un petit peu dans la continuité de ce dont on vient de
parler sur les dépenses de l'État. Allez-y. Ouais. Exactement. Mais en fait, si vous voulez, ça rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire, sauf que je serai un peu plus tranché. Moi, j'aimerais vraiment porter un coup de gueule contre le nouveau Front populaire parce que je trouve que leur comportement n'est pas... je suis beaucoup sur X, anciennement Twitter, et je trouve qu'il n'est pas... il y a un deux poids, deux mesures qui est plus qu'évident. En fait, le nouveau Front populaire nous explique qu'ils sont effectivement, cette coalition effectivement arrivée en tête aux dernières élections, et que pour respecter la démocratie, il faudrait nommer Lucie Castet, le candidat qu'ils proposent, et appliquer leur programme. Mais moi, j'ai envie de répondre et je me base que sur ce que eux-mêmes ont dit anciennement. Effectivement, ils sont arrivés en tête, mais personne n'a gagné les dernières législatives. J'en veux pour preuve le même nouveau Front populaire qui avant s'appelait la NUPES, qui expliquait qu'aux élections législatives de 2022, Emmanuel Macron, avec 250 députés, n'avait plus la majorité absolue et ne pouvait pas gouverner. Aujourd'hui, ils en ont 189 et ils veulent gouverner. Donc il y a peut-être quelque part là une incohérence en fait. Oui, c'est même pas de l'idéologique. Ouais, c'est même pas de l'idéologique, c'est des mathématiques, hein. Ce que vous dites. Voilà. Bah oui. C'est ça. Ils veulent imposer un programme avec 189 députés, ce qu'ils refusaient à Macron qui en avait 250 il y a 2 ans. Très intéressant, Gilles. Vous restez avec nous, vous êtes notre auditeur fil rouge. Alors les vraies voix avaient envie de réagir, mais on doit marquer une petite respiration. On va revenir dans un instant. Et puis surtout, Gilles, vous participez à nos débats et même au quiz, vous savez, tout à l'heure. Et écoutez bien d'ailleurs, si vous avez une idée de savoir si Corinne Tapireau, Raphaël Rémy-Leleu ou Michel Taube sont un peu calés en musique ou pas, essayez pour choisir votre bon coéquipier. Je sens que Corinne Tapireau ne se positionne pas comme une favorite. Bon, en tout cas, l'émission a commencé, vous êtes bien avec nous, nous sommes le 15 août sur Sud Radio et vous nous appelez, comme Gilles par exemple, au 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi je regarde les matchs, je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Nous nous sommes lancés, d'ailleurs grâce à vous les auditeurs de Sud Radio, avec vos messages, vos interventions. Vous voyez, tout de suite les 3 vraies voix sont rentrées dans le débat. Corinne Tapireau, Raphaël Rémy-Leleu et puis Michel Taube qui sont avec nous ce soir. Bon, il est 17h17, c'est le rendez-vous des 3 mots de l'actu avec Antoine Mazère. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, les 3 mots de l'actualité ce soir avec vous. On parle de Grèce, dommages et de maladies. Oui, la Grèce, bien sûr, qui est touchée actuellement, confrontée à d'importants incendies qui se sont rapprochés d'Athènes. À l'heure où on parle, le feu est maîtrisé mais pas encore éteint. La vigilance est à son maximum car les conditions météo sont défavorables dans les prochains jours. Près de 300 pompiers ainsi que d'autres hélicoptères, véhicules d'incendie et camions-citernes ont été envoyés en Grèce en provenance de 6 pays, la France, l'Italie, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie et la Turquie. Le colonel Éric Vial, directeur départemental adjoint du SDIS de l'Hérault, chef du détachement français, expliquait ce matin sur BFM le dispositif des pompiers français sur place. À la demande des autorités grecques, la France a envoyé un détachement composé de 55 véhicules et 180 personnels à pied. Même si la situation est plus favorable aujourd'hui, effectivement, il faut rester très vigilant parce que les conditions météo sont assez défavorables pour les jours à venir. Donc la France a porté son assistance à la Grèce. Je suis allé ce matin au centre de coordination pour expliquer le dispositif qui était le nôtre et ce qu'on pouvait apporter aux Grecs et ensuite être prêt à intervenir en cas de nouveau départ. Les Français devraient rester jusqu'à 8 jours sur place maintenant. Bon, Raphaël Rémy-Leleu, ça fait partie de vos combats, vous écologistes, réchauffement de la planète, on y est, la Grèce c'est l'exemple par A plus B, c'est ça ? Bien entendu, et chaque été on se dit la même chose concernant les grands incendies qui peuvent avoir lieu en Grèce, en Espagne, mais aussi aux États-Unis ou encore il y a 2 ans de ça au Canada. On avait des milliers d'hectares de forêts boréales qui sont partis en fumée. Et puis, parmi mes combats, il y a bien entendu l'alerte sur le climat, mais aussi le soutien aux dispositifs de protection civile. Les sapeurs-pompiers de Paris savent à quel point je suis en soutien et je travaille sur leur dossier. Et là, on a 180 pompiers qui sont partis en Grèce. On a un mécanisme de protection civile européenne maintenant qui est à aider, à renforcer. Et j'espère qu'on sera en mesure de répondre aux crises qui vont continuer à s'accélérer, à devenir de plus en plus nombreuses et de plus en plus fréquentes. Michel Taube, vous qui avez cette vision internationale avec Opinion Internationale,
nationale, c'est à se demander si la Grèce n'est pas en train de mourir, parce que ça se passe à chaque fois pendant sa période forte liée au tourisme. Alors elle ne meurt pas parce que la Grèce est très forte et le peuple grec va pas se laisser faire, j'ai envie de dire, mais c'est dramatique. C'est vrai que en 10 ans, je crois plus d'un tiers des forêts qui entourent Athènes ont disparu. Ça veut dire que dans 10 ou 20 ans, en fait, la géographie aura changé dans ce pays. Le dispositif que vous avez cité, madame, il est très intéressant, de soutien entre pays pour envoyer effectivement des hommes et des moyens en cas d'incendie. Et selon moi, il pourrait inspirer une réforme très profonde de l'Union européenne, qui est devenue une machine extrêmement complexe. Et Dieu sait que je suis vraiment très pro-européen. J'ai été dirigeant des jeunes européens fédéralistes étant jeune. Je suis très attaché à l'Europe, mais à une Europe profondément réformée. Et ce dispositif de solidarité qui est basé sur le volontariat des pays qui veulent bien, par exemple, envoyer des hommes, des femmes et des hommes pour lutter contre les incendies, je trouve qu'il pourrait inspirer une réforme complète de l'Union européenne. Ouais. Quant à la question de l'écologie, je vais vous dire, et des incendies, ça nous touche aussi en France. Il y a de plus en plus d'incendies mais pas qu'en plein été. Et cette année, j'ai des pompiers, peu moins d'ailleurs. Oui, mais j'ai des pompiers qui me disent qu'en fait, la vigilance, même l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a eu des incendies en Bretagne. Parce qu'en Bretagne, on a la saison des incendies, ce qu'on n'avait jamais connu dans le passé. Et donc, si vous voulez, effectivement, il y a une menace climatique, c'est certain. Il y a à la fois un réchauffement climatique et un dérèglement climatique, et il faut évidemment y répondre et s'y adapter, et que les économies libérales s'y adaptent. Évidemment. Et peut-être, Corinne Tapiro, que les êtres humains se mettent à avoir un comportement un peu plus citoyen aussi. Hein. La difficulté, c'est qu'il y a quand même beaucoup de populations qui sont bien moins préparées à la prévention contre les incendies que par exemple la France ou l'Angleterre ou d'autres pays. On a effectivement l'effet assez surprenant de voir qu'il n'y a que 6 pays qui puissent coopérer sur la base du volontariat. On aurait pu espérer qu'il y en ait davantage, mais pour assurer cette coopération de façon efficace, il faut qu'il y ait un niveau de formation à peu près équivalent de toutes les équipes qui se rendent sur place, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contre-dispositifs qui se mettent en place de façon un petit peu aléatoire. Mais je crois qu'il y a une vraie interrogation sur le réchauffement de ces secteurs. La Grèce est régulièrement touchée. La Turquie l'a été aussi un petit peu, beaucoup moins. Mais on a sur le pourtour méditerranéen des vraies interrogations. Et puis on a aussi, il faut le dire, beaucoup de laxisme et de désinvolture des touristes, des riverains. Oui, l'occasion de rappeler le mégot de cigarette, etc. Le barbecue mal éteint, etc. Ouais, vigilance aussi là-dessus. Bon, alors très intéressant. Deuxième mot, Antoine, on revient à vous. Deuxième mot, hommage. Oui, en ce 15 août, la France a rendu hommage aux soldats d'Afrique ce matin à la nécropole de Boulouris de Saint-Raphaël en présence du président français Emmanuel Macron pour commémorer le 80e anniversaire du débarquement de Provence. Le président a formulé un discours en rendant hommage. On va écouter un petit extrait. Du Sénégal, du Maroc et des Ardennes. Anciens poilus de Verdun ou jeunes hommes précipités dans l'étrange défaite. Ils n'étaient pas de la même génération. Ils n'étaient pas de la même confession. Ils étaient pourtant l'armée de la nation. Soldats convaincus que lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt vital de la nation, tous ceux qui se reconnaissent comme Français ont vocation à être ensemble. Plusieurs dirigeants africains étaient présents à la cérémonie comme Paul Biya, le président du Cameroun, d'autres dirigeants du Togo, la Centrafrique, des Comores, du Gabon, et également le chef du gouvernement marocain, Aziska Ennouch. Une partie des commémorations a dû être annulée en raison des orages qui frappent le sud-est. La cérémonie s'est clôturée par le passage de la patrouille de France qui a marqué le ciel des couleurs bleu, blanc, rouge au-dessus des pins de Saint-Raphaël. Et sachez que ça sera l'objet de notre coup de projecteur. Tout à l'heure à 18h40, les vraies voix rentreront dans le débat au sujet de cette relation que nous avons avec ces pays que nous avons colonisés. Et évidemment, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio tout à l'heure à 18h40. Vous pouvez d'ores et déjà y répondre. La France est-elle suffisamment reconnaissante de ses anciennes colonies africaines? Troisième mot, Antoine, maladie. Ah oui, l'OMS
l'Organisation mondiale de la santé, a déclenché hier son plus haut niveau d'alerte mondiale concernant la maladie Mpox qui ressurgissent, notamment en Afrique. C'est une situation qui devrait tous nous préoccuper, a déclaré le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Ghebreyesus. L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022 lorsqu'une épidémie de Mpox s'était étendue à travers le monde. Un total de 38 465 cas de cette maladie, anciennement connue sous le nom de la variole du singe, ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1456 décès, avec notamment, c'est important, une augmentation de 160% des cas en 2024. Karine Lacombe, qui est chercheuse et infectiologue chef du service de maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine de Paris, sur BFM TV ce matin, nous donnait les symptômes de cette maladie. On l'écoute. C'est une maladie qui inquiète parce que elle est sortie d'Afrique, alors que pendant de nombreuses années, ça fait plusieurs dizaines d'années que cette maladie existe en Afrique, et en 2022, comme vous l'aviez dit, cette maladie s'est propagée ailleurs qu'en Afrique, et les premiers signes, c'est surtout de la fièvre, et puis ensuite une éruption cutanée. Ce qu'il faut savoir que le Mpox est très proche du virus de la variole. C'est une maladie qui peut être très très douloureuse, et donc ça représente une pathologie qui est assez grave. Oui, alors évidemment, d'énormes questions se posent déjà, et c'est un petit peu plus réconfortant que ce dont on avait l'habitude d'évoquer ces dernières années, à savoir une contamination, on va dire, beaucoup plus rapide. Là, il faut vraiment un contact physique. Nos amis africains que vous connaissez bien, Michel Taube, en tout cas, ont un nouveau défi et de taille. Absolument, et c'est vraiment très très inquiétant. De toute façon, on voit bien avec les évolutions démographiques, le réchauffement climatique qui contribue aussi au fait qu'il y ait de plus en plus d'épidémies sanitaires. Et on a connu le Covid il y a 4 ans. Malheureusement, je crains qu'il y en ait de plus en plus dans les années qui viennent. Après, il faut saluer la réaction très forte d'abord du système de santé africain, puisque c'est l'Union africaine, le dispositif de santé de l'Union africaine qui a réagi le premier, et ensuite l'OMS, mais effectivement, il faut faire très très attention. Alors, il faut bien rappeler qu'il existe un vaccin, que ce vaccin est efficace, et que le défi maintenant, c'est d'arriver à en doter le plus grand nombre de personnes qui sont menacées par cette épidémie. Et là, il va certainement y avoir nécessité d'une mobilisation internationale pour le rendre possible. Corinne Tapiro, vous êtes aussi une professionnelle de la communication, je voudrais le rappeler. Il faudra être très précis là aussi dans la communication. Alors, il faut être précis dans la communication. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'en fait, on le soigne maintenant, cette variole du singe se soigne en plus de la vaccination. Donc c'est plutôt rassurant. Ça montre quand même qu'il y a en matière de recherche d'énormes efforts qui sont faits, qu'on ne peut pas négliger. C'est ça aussi le progrès, et ça permet aux hommes de vivre mieux et plus longtemps. Oui, Raphaël Rémy-Leleu, il faudra être vigilant, quoi. Bien sûr, il faudra être très vigilant, et c'est important qu'on en parle dès ce stade d'alerte qui est une alerte internationale, même s'il n'y a pas encore eu de cas détectés en France pour cette nouvelle souche du Mpox. Et j'espère qu'on n'aura pas à en subir les conséquences, mais beaucoup de prévention, beaucoup de préparation et de moyens alloués à tout ça, c'est de ça dont nous avons besoin. Oui, voilà, très important. Merci pour ces 3 mots de l'actualité, cher Antoine Mazer. Vous revenez tout à l'heure. Alors, il y a votre rendez-vous incontournable désormais. Et on est gâtés cette semaine. À 18h05, où vous nous amenez des médailles olympiques. Ce soir, vous nous amenez un boxeur. Exactement, Bilal Benama, vice-champion olympique du côté de Roland-Garros, c'était il y a quelques jours. Il sera avec nous, le boxeur de Blagnac du côté de la Haute-Garonne, qui nous donne rendez-vous. Après Sofiane Oumia, c'est Bilal Benama qui sera en direct avec nous à 18h. À Blagnac, tes buildings montent haut, comme disait Claude Nougaro. Bon, dans un instant, le grand débat. Nous vous posons la question: les universités françaises restent-elles des références pour l'enseignement supérieur? 4 d'entre elles apparaissent dans le top 100 mondial, révélé aujourd'hui dans le traditionnel classement de Shanghai. La plus brillante, Paris-Saclay, progresse encore et occupe la 12e place. Faut-il pour autant se féliciter de nos universités? Vous répondez donc à cette question. Je vous la rappelle, les universités françaises restent-elles des références pour l'enseignement supérieur? Sur le compte X de Sud Radio, et puis votre point de vue au 0826 300 300. Nous serons avec un président d'université dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Nous
Nous y sommes avec notre grand débat de 17h30. Des bras. Oui, vous savez pourquoi? Parce que j'allais vous parler d'Harvard après. Mais bon, je vais juste vous rappeler quand même que nos vraies voix ce soir sont Corinne Tapireau, conseillère d'arrondissement Les Républicains, Paris 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Raphaël Rémy-Leleu, également conseillère de Paris, écoféministe et auteur de Beyoncé est-elle féministe? Et puis Michel Taube, fondateur du média Opinion Internationale et éditorialiste politique. Allez, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Harvard, Stanford et le Massachusetts Institute of Technology. Les universités des États-Unis restent en tête du classement de Shanghai qui établit annuellement un top 1000 mondial. Le Shanghai Ranking Consultancy donne un satisfecit aux universités françaises. Même si le top 10 de ce classement reste entièrement anglophone, l'université française Paris-Saclay gagne 3 rangs et se hisse à la 12e place. La ministre Sylvie Retailleau, ancienne présidente de l'université de Paris-Saclay, salue d'ailleurs la meilleure position enregistrée par un établissement français depuis la création du classement. 3 autres universités françaises figurent donc dans ce top 100. Nous avons la joie de recevoir Michel Donneken, président de l'université de Strasbourg depuis 2016. Je le prononce bien, cher Michel Donneken. Très bien. Merci, voilà, l'ai-je bien descendu parce que j'avais un peu buté sur Harvard tout à l'heure, donc ça tombait mal. Donc, vous les auditeurs de Sud Radio, vous répondez à la question de ce débat. Les universités françaises restent-elles des références pour l'enseignement supérieur? Alors, avant de vous donner la parole à vous tous, un mot avec Raphaël Rémy-Leleu, parce que j'aimerais, Raphaël, que vous nous rappeliez aussi, vous jouez un rôle précisément dans cette vie universitaire. Sur ce, donc, on ne va pas vous demander de débattre, mais peut-être un petit mot en nous rappelant ce que vous faites au quotidien. Alors, je ne vais pas débattre avec vous et ça n'est pas faute d'expertise, c'est presque à cause d'un trop-plein d'expertise, car dans ma vie professionnelle, je travaille pour un service qui est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur. Et comme la déontologie et l'absence de conflit d'intérêts, ça n'est pas que pour les autres, je vais m'abstenir de débattre, mais j'en profite tout de même pour saluer Monsieur le Président de l'Université, Michel Donneken, qui est un grand expert du domaine et avec qui c'est toujours un plaisir de discuter. Et puis peut-être un commentaire juste pour lancer le débat à ce moment-là. Ouais. Et d'ailleurs, je tenais à vous le dire, merci d'en parler, parce qu'en fait, la place de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le débat public et dans le débat politique en France est très très faible, alors que pourtant on connaît des évolutions absolument majeures, ne serait-ce que l'installation de Parcoursup ou de la sélection en master, enfin l'évolution de la vie universitaire dans les grands centres urbains également, on connaît bien ce défilé à Paris. Donc merci beaucoup d'en discuter. Et puis un mot aussi pour tous mes collègues de l'enseignement sup, que ça soit dans les universités, les IUT, les écoles, qui dès lundi en fait n'auront plus de vacances, car elles et ils seront occupés à préparer la rentrée. Et ça n'est pas le moment le plus facile de l'année. Bon, très bien. Merci pour ce point de vue. Ça lance bien quand même les débats. Je voudrais juste aussi vous donner le résultat de cette petite consultation qu'on fait sur le compte X. Les universités françaises restent-elles des références pour l'enseignement supérieur? Vous dites non à 85%. Bon, pour tout se dire, on s'y attendait un petit peu. Corinne Tapireau, parce qu'il y a toujours cette image. Alors, il y a Paris-Saclay, on va en parler bien sûr. Et puis, il y a d'autres universités. Juste très rapidement, Corinne Tapireau, pourquoi on a 85% à votre avis? Bon, d'abord parce qu'on n'est pas très attaché au classement. D'ailleurs, Madame Retailleau n'y était pas très attachée quand on était mal placé. Là, bon, elle dit que c'est une fierté. Très bien, mais il faut savoir comment a été créé ce classement. C'est Shanghai qui, en 2003, a voulu comprendre quelle était la performance des universités américaines pour pouvoir appliquer les mêmes méthodes dans ces universités. Donc au départ, c'était très anglo-saxon et il a fallu montrer un peu patte blanche. Donc, en fait, ils voulaient s'inspirer de ces réussites pour pouvoir réussir eux-mêmes. Et peu à peu, ils ont mis des critères. Donc ces critères sont quand même assez nombreux. Mais on a aussi peut-être tout simplement le fait qu'en France, on ne sait pas retenir nos chercheurs. On ne sait pas retenir les meilleurs élèves sortis de ces écoles-là. On ne les met peut-être pas en valeur. On ne met pas suffisamment en valeur la recherche et l'enseignement supérieur. Bon, alors c'est très intéressant parce que là, on a 2 points de vue. Vous, votre consultation, les auditeurs de Sud Radio, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Michel Donneken, président de l'Université de Strasbourg. Déjà un mot, votre université a progressé et on peut dire que vous pouvez être satisfait de l'évolution au sein de ce classement.
Oui, je note juste qu'en France, il y a un regroupement au sein de France Université. Il y a une structure qui s'appelle UDIS, qui réunit les 13 universités d'excellence française. Les dernières entrées étant Montpellier notamment et Lorraine. Je note que sur les 13 universités donc de cette association que je préside, les 13 sont en progrès. Voilà. Ouais, c'est très intéressant ça. Oui, oui. Ensuite, je note dans les 80% l'esprit très français qui consiste toujours à dénigrer ce qui se fait en France. C'est comme les Jeux Olympiques avant les Jeux Olympiques et puis l'euphorie qui a suivi. Voilà. Bon. Donc on peut penser des classements ce qu'on veut. Vous savez, les classements c'est comme les horoscopes. Hein. Tout le monde les lit, mais tout le monde ment. Ça c'est joli, c'est joli. Voilà, c'est exactement ça. C'est un beau petit clin d'œil. Bon, peut-être juste pour conclure sur ce classement, parce que c'est vrai que notamment parmi les références, il y a le nombre de productions de contenu. Donc évidemment une entreprise, voilà, c'est un lapsus révélateur. Une université qui a compris le mécanisme aura tendance à fournir un peu plus de contenu, de réflexion. Il y a aussi le rapport avec le nombre de prix Nobel préparés, plus le nombre de chercheurs. Et les Fields aussi. Voilà, c'est ça. Bon, juste un mot, Michel Taube, l'occasion quand même de dire que, bien sûr, il y a les universités à l'américaine et qui trustent les premières places, mais elles coûtent très cher. Elles sont difficilement accessibles, tandis que les françaises, elles le sont. Oui, tout à fait. Alors d'abord, je voudrais saluer M. Denecker parce que moi, je suis diplômé de l'université de Strasbourg. Oh bah je suis alsacien. Alors là, et donc, il fut un temps où j'ai fait mes études à Strasbourg pendant plusieurs années, et donc je suis honoré d'être autour de la table avec le président de l'université de Strasbourg. Alors Michel Denecken, ajoutez à la liste de vos brillants diplômés, Michel Taube, mettez-le, ça va vous faire grimper dans le classement. Voilà. On va le mettre. Voilà. Et j'ai même été assistant de travaux dirigés dans des matières qui vous concernent, puisque j'ai travaillé sur l'histoire des idées politiques, et je crois, si j'ai bien pu comprendre, que les enjeux de théologie vous concernent de près, Monsieur le Président. Maintenant, pour revenir pour revenir au sujet, non, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je voudrais peut-être faire un petit pas de côté en disant ce qui m'amuse chaque année, c'est que le classement de Shanghai paraît le 15 août. Et le 15 août, c'est un moment de grandes vacances en France. Mais la France, c'est un des rares pays au monde où le 15 août, on est en vacances. C'est-à-dire que, en fait, je veux mettre le doigt sur le fait que dans notre pays, on a beaucoup de vacances, des vacances d'été qui sont hallucinamment longues, contrairement à la plupart des autres pays dans le monde. Et en tout cas, je parle des pays les plus dynamiques et les plus développés. Et je trouve toujours assez amusant que ce classement sorte au moment même où les Français sont en vacances. Alors que, par exemple, nos voisins allemands ont déjà commencé à reprendre le chemin de l'école, du travail, etc. Bon, vous dites, et c'est pas anodin. Vous dites que ce classement, en fait, ne fait pas le jeu des Français. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays où la culture du travail, des études, de l'effort, elle est plus développée. Et vous parlez, cher Frédéric Brindel, des États-Unis. Mais évidemment que ça coûte très cher les études aux États-Unis. Mais les Américains, ils investissent, ils mettent le paquet dans leurs universités. Aux États-Unis, vous avez le destin normal d'un homme d'affaires qui va s'enrichir très fortement aux États-Unis, qui va devenir milliardaire. C'est lorsqu'il arrive à la maturité de sa vie personnelle et professionnelle, eh ben il va céder jusqu'à 90% de sa fortune pour faire quoi? Pour financer les universités du territoire où il vit. Et donc, si vous voulez, voilà, il y a des pays qui ont une culture de l'excellence. Donc vous louez le système américain, Michel Taube. Non, ouais. je loue les pays qui font de l'excellence et de l'effort une valeur cardinale. C'est le cas aussi de la France, parce qu'il y a un génie français et parce qu'évidemment il y a une histoire française d'université. Je rappelle quand même que la Sorbonne est une des plus vieilles universités européennes. Oui, elle fait partie d'ailleurs voilà. Du top 100. Elle fait partie du top 100. Alors, je voulais insister là-dessus. Michel, pour un autre Michel, parce que Michel Denecken, sur cet aspect, on va dire, très ouvert, très démocratique de l'université à la française, qui s'inscrit un peu en confrontation avec le système élitiste de l'Amérique. Est-ce que c'est pas ça qui fait que finalement on peut pas rivaliser avec les Américains? Alors notre obsession, c'est pas d'être à Shanghai, c'est de savoir ce qu'est le système français.
Encore une fois, je suis très impressionné que 83% des Français sont convaincus que c'est pas le bon truc. Non, c'est juste une consultation des auditeurs de Sud Radio. Hein. C'est à titre indicatif. Je sais pour rencontrer beaucoup de la population que les ESC sont mal connus, en fait, tout simplement. Mais juste pour en revenir, en fait, si on prend en compte les critères qui sont annoncés, les médailles Fields, les prix Nobel, les publications dans les grandes revues, eh bien, ce sont des critères objectifs. Alors on peut penser ce qu'on veut de la volonté idéologique des Chinois. Je note que malgré leur système, ils n'arrivent pas à être en tête, donc c'est toujours les Américains et les Anglais qui sont en tête. Et ce n'est pas le même modèle. C'est-à-dire que nous nous réjouissons en France de faire des progrès considérables dans le domaine de la recherche scientifique, alors que nous n'avons pas les mêmes moyens. Et ce n'est peut-être pas finalement une raison de pleurer. Les politiques publiques en France montrent que ce soit Frédéric Vidal ou aujourd'hui Sylvie Retailleau, mais ça a commencé avec Valérie Pécresse, que quand l'État impulse des politiques d'excellence dans les universités, ça marche. Et qu'on ne décrète pas d'avoir un prix Nobel du soir au matin. C'est des processus extrêmement longs. Donc, notre modèle, qui est un modèle où, dans mon université, il y a 5 prix Nobel. On a des gamins de 18 ans, bacheliers, qui bénéficient pour 350 € par an de leur savoir. Ils enseignent chez nous les prix Nobel. Ça, c'est le pied de nez que nous faisons aux Américains, où il faut dépenser 50 000 € et ça a été dit tout à l'heure. Oui, c'est considérable. Les jeunes, notre modèle social fait qu'on ne sera jamais premier, mais être à ce niveau pour 15 universités françaises, avec les critères de Shanghai, c'est une super performance. Oui, et là on est au cœur de la réflexion, Michel Donneken. Alors, je vais donner la parole à Corinne Tapireau, mais au 0826 300 300, notre auditeur fil rouge, Gilles, attend. Gilles, juste sur cette question, votre point de vue, pour vous, les universités françaises, est-ce qu'elles restent des références pour l'enseignement supérieur ? Alors absolument, et je rebondis vraiment sur ce qui vient d'être dit parce que j'y adhère à 200% en fait, parce que tout dépend de la finalité et de ce à quoi on veut arriver. Est-ce qu'on veut forcément arriver numéro 1 d'un classement qui finalement qu'est-ce qu'il veut dire, ou alors est-ce qu'on veut former nos jeunes et à quel prix en fait? Vraiment tout le cœur même est là, et est-ce que c'est une référence? Nos universités sont une référence, j'en suis plus que convaincu. Maintenant, quelle est la politique qu'on veut mener? Veut-on devenir numéro 1 pour le prestige d'être numéro 1, ou veut-on une génération de scientifiques, de chercheurs, enfin pas forcément scientifiques, mais de chercheurs, mais qui ne coûtent pas pour ne pas avoir endetté sur je ne sais combien d'années pour obtenir un diplôme en fait. Ouais. Et en tout cas sur la grande réussite de Paris-Saclay, c'est aussi de pouvoir développer cette recherche. Alors Corinne Tapireau, vous vouliez ajouter? Oui. Moi je veux quand même ajouter d'un mot, et ce qui peut peut-être expliquer votre sondage, c'est en fait tout ce qu'on dit de négatif sur l'admission post-bac, qui génère beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes. Et on a quand même une difficulté dans ce pays, c'est ce palier d'orientation qui reste finalement assez difficile, où l'université est méconnue au lycée. Il n'y a pas une passerelle suffisamment forte et puissante pour bien préparer nos élèves d'abord dans les choix des universités qu'ils font faire. Lorsqu'ils font des choix dans des universités qui correspondent à leur projet, ils y réussissent, mais on a quand même un taux d'échec en première et deuxième année globalement dans l'université qui est quand même assez inquiétant aussi. Oui, parce que finalement, cette possibilité d'entrer pour le plus grand nombre en université fait qu'il y a aussi un écrémage évident, cher Michel Donneken. Alors là aussi, c'est un modèle français. Bon, on a dit aussi qu'il y a énormément de Parcoursup qui est perfectible et qui se perfectionne. On a dit aussi beaucoup de mal de trouver mon master. C'est notre problème en France. Nous voulons une université qui soit la plus ouverte possible. En France, 85% d'une classe d'âge peut aujourd'hui prétendre aller dans l'enseignement supérieur. En Allemagne, c'est la moitié. C'est-à-dire qu'on a un vrai questionnement de notre modèle. Si nous voulons continuer à accueillir tous les bacheliers, toutes les bachelières, il est vrai, c'est ce qui vient d'être dit, qu'il faut revoir les passerelles entre ce qu'on appelle le -3+3, trouver peut-être un corps d'enseignants plus aguerris à faire passer le Grand Canyon parfois à un garçon ou une fille de terminale vers l'université. Donc je crois qu'il y a une vraie question par rapport au modèle français. Mais le modèle français
sera toujours en fait questionné par les citoyens. Si nous continuons d'être service public, avec de l'argent public essentiellement, même s'il y a de plus en plus de contrats avec des entreprises, eh bien, nous devons accepter que c'est pas Shanghai notre référence. Et que si on augmente notre potentiel à Shanghai, c'est parce que nous sommes capables, pour rester dans la course, de développer la recherche d'excellence, la formation doctorale d'excellence et l'attraction pour les étudiants étrangers. Beaucoup de nos docteurs, à Strasbourg par exemple, la moitié des doctorants ne sont pas français. Donc c'est aussi un critère important. Et ça, effectivement, ce classement, du coup, vous y revenez, et j'entends que vous y êtes très attaché, mais c'est vrai que c'est dans la tendance que moi j'ai pu saisir, c'est-à-dire, comme c'est une référence, c'est attractif pour les grandes entreprises, qui du coup se rapprochent de ces universités, et du coup c'est un peu le système du serpent qui se mord la queue, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que ça alimente une activité. Michel Taube. Mais en fait, ces classements, ça doit entraîner à l'émulation et ça doit encourager les universités un peu moins bien classées à faire des efforts pour essayer effectivement de progresser. Après, je veux dire, effectivement, en France, on vit avec un dogme qui avait été installé par Jean-Pierre Chevènement, me semble-t-il. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a un homme politique de l'époque qui est décédé aujourd'hui, Louis Mermaz. Je voulais saluer sa mémoire, qui a été ancien ministre un homme de François Mitterrand, important et président de l'Assemblée nationale. Mais pour revenir, on a vécu pendant des décennies sur le dogme de 80% d'une classe d'âge qui devait passer le bac d'enseignement général. Et c'est vrai, moi je considère que c'est une erreur, qu'il faudrait développer les enseignements professionnels le plus tôt possible, ce qui pose le problème du collège unique, mais notamment dans le but de l'excellence académique des universités. Parce que si, au lieu d'avoir des dizaines de milliers d'étudiants qui font 1 ou 2 années à l'université parce qu'ils ont eu le bac au forceps et qu'ils savent pas où aller, ils savent pas comment s'orienter, et qui du coup vont emboucher entre guillemets les amphis en première et deuxième année, et ben s'il y avait moins d'étudiants dans les universités parce que plus d'entre eux feraient des parcours professionnalisants pour des métiers manuels, des métiers de service qui sont tout aussi nobles que l'excellence académique, et ben les universités pourraient se concentrer sur cette dite excellence. Et je suis sûr qu'on aurait encore de meilleurs résultats pour nos universités. On revient à la sélection. Alors là, c'était après Mitterrand, c'était Devaquet. C'était... Oui. Voilà. Alors, juste pour conclure avec vous, Michel Deneken, moi, à titre personnel, en tant que journaliste, j'ai l'occasion de donner des cours pour les jeunes journalistes en université et en école privée. Tout le monde se pose la question aujourd'hui, et les parents aussi. Finalement, il vaut mieux aller à l'université ou dans une école qui fait référence, sachant que y en a une qui est accessible et l'autre où il faut payer un peu plus. Il est un peu là aussi le cœur de la question, Michel Deneken. Bien, ça veut dire que les politiques publiques en faveur de l'université doivent prendre en compte cette concurrence du privé qui à 80% est moins bonne que l'université, et qui fait croire à des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants que payer 10 000 €, ça donne un job ou un diplôme qui soit autre qu'en papier mâché. Excusez-moi, ce chiffre 80%, il est, vous l'annoncez comment? Vous avez quelle source? Non, mais nous savons que dans l'opinion publique, des parents sont prêts à se saigner avec beaucoup d'argent pour avoir un enseignement supérieur ou une formation professionnelle pour leurs enfants. Donc, s'ils ne le trouvent pas à l'université, pour des tas de raisons, ils vont ailleurs. Mais je voudrais juste préciser une chose. Oui. Parmi les choses qui sont très peu connues des universités, nous avons de plus en plus de formations professionnalisantes, de stages et de plus en plus de formations en alternance. Moi, j'ai 4 écoles d'ingénieurs dans mon université. Un tiers des étudiants sont aujourd'hui des alternants. C'est-à-dire que la découverte par l'entreprise, par le tissu socio-économique de ce que c'est faire l'université, fait qu'aujourd'hui, l'université n'est pas une tour d'ivoire, elle est vraiment là pour celui qui veut avoir un job, celui qui veut créer une start-up,
ou celui qui veut faire de la recherche. Et d'où le chiffre dont vous nous parlez. Et j'ai la précision, c'est le taux d'insertion professionnelle qui est donc dans 80% des cas. En fait, c'est meilleur au niveau de l'université. Voilà. Merci beaucoup, Michel Donneken. Bravo aux universités françaises qui ont brillé dans ce classement. Alors Paris-Saclay, on l'a dit, Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Université, Paris Cité aussi. Et puis on n'oublie pas la vôtre, Strasbourg, qui nous a donné le si brillant Michel Taube qui est avec nous. Dans un instant, nous allons jouer. Gilles est resté avec nous et on va se détendre. Voilà. Ça y est. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Eh bien voilà, c'est le moment où nous nous détendons. La musique, le quiz de l'été. Gilles est avec nous au 0826 300 300 depuis Coubron en Seine-Saint-Denis. Gilles, vous êtes prêt pour jouer, hein ? Aussi près que possible. C'est mon aspiration à mettre la pression. J'ai un peu fait ça pour les 3 vraies voix. Je vous rappelle nos 3 vraies voix ce soir. Raphaël Rémy Leleu, Corinne Tapiero. Qui s'en va tout de suite et qui revient après. Et voilà, et Michel Taube, qui chante très bien d'ailleurs, Michel. Ah non, moi je chante faux, donc je ne chanterai pas. Bon, d'accord. Alors, je vous rappelle le principe. Gilles, vous allez devoir choisir votre coéquipier ou coéquipière. Donc, dans les vraies voix, tout de suite après, le jingle. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, je vous donne un élément, Gilles. Le thème du jour, puisque nous assistons aujourd'hui aux commémorations à Boulouris, on va partir sur le thème de l'Afrique, avec cette armée française qui s'est appuyée sur nos colonies africaines. Il était aussi question de rendre hommage à l'Afrique en chanson. Alors, avec qui voulez-vous faire équipe ? Avec Raphaël, avec Corinne ou avec Michel ? Alors je vais prendre Michel car j'ai cru entendre que ses connaissances en Afrique étaient... c'est bien vu, ça, c'est bien vu. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Tout à fait stratège. Alors Gilles, vous ne m'en voudrez pas si je sais. Michel, il faut assumer. Assumer. Donc Raphaël Rémy Leleu et Corinne Tapiero sont ensemble. Vous voyez comme quoi ça peut arriver. Alors battez-vous ensemble, justement. Attention, c'est très facile le premier extrait. Vous me donnez l'interprète, s'il vous plaît. Que l'interprète, pas le titre de la chanson. Sans venir la voilà, on est d'accord. Donc le titre de l'interprète. Oui. Le titre de l'interprète, on nous l'avait pas fait encore. Et puis l'année surtout. Non mais la confusion entreprise université, on nous l'avait pas faite non plus, mon cher Frédéric. D'accord, très bien. Mais bon, allez, ça fait un partout. C'était une petite Biden. Arrosons cela après, puis surtout commençons enfin ce quiz. Premier extrait. Sardou. C'est moi qui l'ai dit. Oui, c'est Corinne. Oui, c'est Corinne. 1-0, Michel Sardou. Si je fais union avec la droite, c'est bien pour trouver Sardou quand même, s'il vous plaît. Merci Corinne. Il a eu des chansons très à gauche, Sardou. Oui, aussi. Je je vous en conseille une qui s'appelle La Vieille, qui est magnifique, qui est pour moi un hymne à la vieillesse, La Vieille. Elle a des cerises sur son chapeau, La Vieille. Il aurait dû chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Bon, alors ça c'est autre chose. En tout cas, Gilles, vous ne menez pas. Vous êtes mené 1-0, mais tout est possible. Okay. Attention, qui chante ? Mais celle qui a les cheveux blancs, le violon, merde. Je connais la chanson par cœur, par contre le titre. Merde. C'est pas Mylène Farmer. Non, c'est pas Mylène Farmer. Gilles, vous ne l'avez pas, Gilles ? Absolument pas, je vois pas du tout. Mais si, enfin, celle qui a le violon blanc, mince. Bon, son prénom est un nom de fleur. Un nom de fleur. Oui, son prénom. Non, alors c'est pas elle. Rose, Iris. Rose Laurence. Vous avez non, c'est pas du tout celle-là. D'accord. C'est Rose Laurence. Michel, vous offrez le point à Gilles. 1-1. On peut avoir un quart de point pour le prénom quand même. Oui, un quart de point. Oui, non. On fait ça, on fait 1-1. Attention, à chaque fois, les titres, il y a Afrique, vous l'avez compris. Donc celle-là aussi, ça va marcher. Répondez vite. Je connais que ça. Oui, c'est... Allez Gilles, ça vient, le groupe. C'est le groupe AA, non, c'est pas AA, c'est... Non, c'est pas AA. Mais non. Je croyais que c'était AA. Africa du groupe... On raconte souvent des histoires de ce groupe. Des histoires de... À dormir debout.
Des histoires de... Vous n'avez pas? Non, de Toto. Je vous ai vraiment aidé. Le groupe Toto. C'est le groupe Toto. Et je me tourne vers Raphaël Rémy Leleu qui dit non, mais Toto c'est une légende. Frédéric, il y a tellement de tubes dont on ne connaît pas les interprètes. L'équipe gagnante est celle qui arrive. Faut qu'on gagne. Hein. L'équipe gagnante est celle qui arrive à 3 points. Pas facile celui-ci. Je sais pas son nom. La neige au Sahara. Angoul, qui a dit Angoul? Oui, c'est Raphaël, Ouais. Gilles, je vous ai entendu aussi, mais... Bon. Je crois que c'est 2-2 là. Non, j'ai entendu Raphaël. Bon, allez, moi je crois que c'est franchement, on fait 2-2. Parce que effectivement, la voix de Gilles a été un peu passée sous. On fait 2-2 et le premier qui arrive à 3 a gagné. Alors si vous trouvez celui-ci, l'émission peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Alors qui chante ça? Corneille. Oui, Corneille. Gilles, bravo. Vous gagnez avec Michel. C'était beau quand même cette évocation africaine. Juste, essayez de me trouver celle-ci. France Gall. France Gall, oui. Ouais, une dernière. Et puis, allez, une dernière. Ça, c'est un duo de chanteurs africains. Vous dites quoi, Gilles? C'est le couple malien dont j'ai pas le nom, malheureusement. Oui, alors personne ne l'a. Si, je connais. Amadou et Mariam. Voilà, Amadou et Mariam. C'était génial cette évocation de l'Afrique. Dans un instant, les infos. Bravo donc à vous, Gilles, associé à Michel. Voilà. Merci beaucoup à tous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix sont avec nous. Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement Les Républicains Paris, dans le 12e présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Un sport de préférence, Corinne? La marche essentiellement. Ah, la marche, oui, avec le 20 km marche. Puis il y avait des nouvelles épreuves cette année au JO. Raphaël Rémy Leleu, conseillère de Paris, écoféministe et auteur de Beyoncé est-elle féministe? Vous, je connais votre sport de prédilection. Judo, foot, handball, faites votre choix. En plus. Mes préférences au judo, j'avoue. J'ai pratiqué les 3, moi. Vous voyez comme quoi. Michel Taube, fondateur du média Opinion Internationale et éditorialiste politique, un sport? Ah oui, de très loin la natation. J'adore l'eau, j'adore nager. Ah, ça c'est bien ça. 200, 50, 100. Ouh là là, moi je ne suis pas un professionnel comme vous, Frédéric, et vous, madame. Donc voilà, donc je compte pas. Non, mais c'est bien la question la question de Raphaël Rémy Leleu. Moi, ça fait partie de mon équilibre personnel. Moi, c'est la brasse plus. Après, moi, les 4 nages. Bravo. En amateur Mais en fait, ça fait pas. J'en ai besoin, en fait. Bon, qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans l'eau? Voilà, exactement, et ça fait partie de. Eh bien, le sport que nous vous proposons, on va en discuter tout de suite avec Antoine Mazer. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. 4 boules de cuir, aurait dit Claude Nougaro. La boxe, Antoine Mazer qui, depuis le début de la semaine, nous fait venir des médaillés olympiques. Mais qui donc est avec vous, cher Antoine Mazer? Eh bien, notre invité ce soir est un boxeur amateur de 26 ans qui nous vient tout droit de Blagnac, à côté de Toulouse, en Haute-Garonne. Il y a une semaine pile, sur le cours Philippe Chatrier de Roland-Garros, il est devenu chez lui en France vice-champion olympique, non pas de tennis mais de boxe, dans la catégorie des moins de 51 kilos. Son prochain rêve, disputer ses 3e Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028, mais cette fois-ci avec sa petite sœur Rim. Bonsoir Bilal Benama, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Bonsoir Bilal, bravo. Juste un mot, parce que Antoine a dit à Roland Garros, mais on n'oublie pas toutes les émotions dans la halle à Villepinte, là, les premiers tours, c'était exceptionnel, hein? Tout à fait, ça reste quand même inoubliable. Tous les jours bondé en fait. Ouais. Le public était présent et franchement c'était vraiment extraordinaire. Est-ce que ça y est, justement, une semaine après, on réalise ce qu'on a fait, de ramener une médaille d'argent pour la France, mais également pour soi, sa première médaille au JO? Bien sûr. Là, je commence à réaliser. Surtout que quand t'arrives, il y a des gens qui veulent prendre des photos avec toi. Tu changes complètement tu rentres dans une autre dimension, donc forcément. Je commence à m'en rendre compte. Ouais.
Et justement, on l'a vu au Club France. J'étais au Club France pour la cérémonie avec Sofiane Oumia, les deux boxeurs. Vous avez même Marc Maury qui présentait cette animation. Vous a plusieurs fois rappelé parce que vous avez pris un temps fou à prendre dans ce bain de foule avec les supporters. Mais on a l'impression que c'était important pour vous de communier avec les supporters tant ils vous ont donné tant d'amour sur toute cette semaine olympique. Exactement. Ben, on leur doit tout. Ils ont été présents du début à la fin. Des fois c'était compliqué, il y a des rounds où on était un peu fatigué et le fait de crier, de nous pousser, franchement on se devait en tout cas de fêter ça avec eux comme il se devait. Bon, là où c'est beau, hein, c'est que vous n'êtes que 2 finalement à avoir eu trois. Et une médaille de bronze également. 3 Français, oui, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Ça avait été un peu meilleur sur les Olympiades précédentes. Vous, c'est en poids mouche, moins de 51 kilos. Vous avez battu l'Ouzbek, Hassan Boy, Dusmatov. Et d'ailleurs, non, c'est une défaite en finale. Défaite en finale. Oui. Vous avez battu. Non, mais moi je l'imagine médaille d'or à chaque fois. Oui, non, mais forcément quoi, pour la médaille d'argent. Oui, bien sûr. Donc oui, il vous a battu. 5-0, hein, le score en finale. Pour le coup, il n'y a pas trop de regrets. Non, aucun regret parce que j'avais boxé en finale des championnats du monde il y a un an. J'avais perdu au premier round. J'avais pris un mauvais coup. Et du coup, voilà, pour moi, j'avais vraiment cette revanche à faire contre lui. Donc voilà, ça arrive en finale, chez nous en France. Donc j'ai pris du plaisir. J'ai donné ce que je pouvais. Et bon, malheureusement, c'est pas passé. Et franchement, une médaille d'argent, c'est beau. Bon, moi, vous voyez, je vous imaginais même en or. Hein. Bon, voilà, c'est ça. Bon, Bilal Benama, pour vous, les vraies voix ont des questions. On commence. Raphaël Rémy Leleu. C'est compliqué d'être la première. Bon, d'abord, félicitations. J'espère que vous allez bien et que vous allez prendre un peu de repos, un peu de vacances après tout ça. Et une question de curiosité par rapport à l'entraînement, qui est quand même très difficile quand on est à ce niveau, à ce très très haut niveau. Est-ce que vous avez un métier à côté ou est-ce que vous bénéficier d'une bourse ou de quelque chose? C'est vrai qu'on en a un peu parlé pendant les Jeux. On a beaucoup de nos athlètes qui sont soit de l'armée, soit de la police, parce que c'est compliqué d'avoir les moyens d'être athlète de haut niveau en France. Donc voilà, je me demandais comment ça se passait pour vous. Écoutez, j'ai la mairie de Toulouse qui me suit depuis mes débuts, en senior, qui m'accompagne. Donc je suis agent de surveillance de la voie publique au sein de la police municipale à la mairie de Toulouse. Donc voilà, grâce à eux, j'ai quand même réussi à pouvoir bénéficier d'une préparation pour les Jeux sans pour autant aller travailler. Ça peut être détaché, voilà, c'est un contrat entre la Fédération française de boxe et la mairie. Donc voilà, ils m'ont accompagné. C'est vrai que sans eux, j'aurais pas eu cette chance. Ouais, c'est vrai que c'est très important parce que vous n'êtes pas encore rentré dans la filière professionnelle, puisque qui dit professionnalisation en boxe dit non-olympisme, hein, du coup, et on voit bien la difficulté. Question de Michel Taube. D'abord, bravo, parce que c'est. Alors moi, j'ai suivi les Jeux Olympiques à la télévision. Et j'ai été vraiment impressionné par, évidemment, la boxe, c'est, je crois, considéré comme le noble sport. Alors, je savais que le Premier ministre, Édouard Philippe, du temps était Premier ministre, mais je crois après, faisait de la boxe. Mais j'ai cru lire récemment qu'Emmanuel Macron lui-même, le président de la République, fait de la boxe. Est-ce que vous vous préparez à lui donner un conseil? Parce que je pense que vous allez bientôt le rencontrer, puisque le 14 septembre, il y aura un défilé sur les Champs-Élysées de tous les athlètes. Et je suis... évidemment, ça va finir à l'Élysée. Et la dernière chose, pour laisser mûrir le conseil, moi, pendant les études, j'étais très marqué par un livre d'un monsieur qui s'appelle Alexis Filonenko, qui était un grand philosophe et qui a écrit une histoire de la boxe, qui est un pavé, un livre très très long. Alors je me rappelle avoir pas tout lu, mais j'ai quand même lu au moins plus d'une centaine de pages. Et ce livre m'avait impressionné et mieux aidé à comprendre combien la boxe est justement ce noble sport. Voilà. Bon, pourquoi noble, Bilal? Vous pourriez dire pourquoi noble? Noble parce qu'il y a quand même du respect avec l'adversaire. Certes, on fait un combat, il y en restera qu'un, mais que ce soit avant ou après, on se sert l'un contre l'autre. Donc pour moi, c'est pour ça que ça reste quand même le noble art, avec des règles et du respect pour l'adversaire.
Corinne Tapiro. Alors, bravo, évidemment. Moi, je suis pas très férue de sport, mais je me pose toujours la question, quand je vois des boxeurs, je me demande, lorsqu'on sort du ring, quand il y a quelque chose qui va pas, est-ce qu'on est tenté de se servir de ses poings? C'est horrible comme question, mais j'y pense tout le temps. Alors ça marche pour les judokas, ça marche pour les karatékas, et il y a ordre de ne pas s'en servir. Et c'est un caractère aggravant en cas de violence commise par une personne qui a un haut niveau en arts martiaux. Sauf évidemment en self-défense, légitime défense. Bilal, mais justement vous avez tellement tapé sur les rings qu'après vous êtes plus calme, c'est ça le but du jeu. Oui, on se défoule déjà assez. et le conseil au président de la République alors? Il lui dira en tête à tête. Franchement, je lui dirais, je vais y aller à l'improviste. Donc voilà, vous avez raison. Il va regarder son jeu d'abord. Il va regarder son jeu d'abord. Mais c'est sûr, vous allez être scruté par les médias parce que va y avoir cette rencontre. Oui, juste parce qu'on a parlé de plein de choses. Moi, j'avais une question. Vous devez tout à votre papa Mohamed, qui est un ancien boxeur. Antoine Mazer a parlé aussi du projet d'une de vos sœurs de participer aux prochains Jeux Olympiques. Il y a cette espèce de filière. On a parlé du noble art, on a parlé du rôle social de la boxe, de la filiation. Ça a des valeurs aussi, tout cela. Bien sûr, ça a des valeurs. Et le fait surtout que mon père puisse vivre ses émotions, sachant qu'il n'a pas pu le faire étant boxeur. Forcément, quand je le vois plein d'émotions et très content qu'il me dise qu'il est fier de moi, pour moi ça vaut plus qu'une médaille d'or. Donc je suis très content, et surtout là, si j'arrive à faire une Olympiade avec ma sœur, ça serait encore plus beau. Ah ouais, tous à Los Angeles. Elle est en quelle catégorie, votre sœur? Ma sœur, elle est comme moi. Elle est à moins de 50 kilos. Ah ouais, d'accord. 5 kilos de moins. Bon, on est à fond avec vous, Bilal Benama, vraiment, parce que c'est magnifique. Antoine, pour conclure, peut-être une dernière question. Oui, justement, comment on va se préparer les 4 prochaines années jusqu'à Los Angeles? Maintenant, quels vont être les objectifs également? Et parce que c'est juste avant Paris, ça avait quand même été plutôt glorieux pour vous, Bilal. Quelles vont être justement les prochaines semaines, voire les prochaines années maintenant? Écoutez, là déjà je prends 3 mois de repos. Ah, joli. 2-3 mois de repos, parce que franchement la préparation a été dure. Mais après reprendre les entraînements et voilà, rester 2 ans déjà sur Toulouse. M'entraîner avec mon père, retrouver les sensations avec lui, et après 2 ans avant les Jeux, repartir à l'INSEP et entamer une grosse préparation jusqu'à là. Bon, et peut-être après Los Angeles une carrière professionnelle ou pas? Oui, en fait, le passage professionnel, il est obligatoire. Pour moi, c'est la suite logique, donc forcément, bien sûr, j'y pense. Ouais. Mais après, je me plais en amateur pour l'instant, donc je prends du plaisir. En plus, je vois que je procure beaucoup d'émotions aux yeux des gens, donc j'aimerais que ça continue. Bon, et puis vous avez rendez-vous avec un certain Assamboy Dusmatov, ouzbek, que vous allez battre la prochaine fois, c'est promis. Je l'ai vu. C'est dans le S'il passe pas en professionnel. Il va vous attendre. Merci beaucoup Bilal Benama. Merci Antoine Mazer pour ces rendez-vous savoureux avec nos médaillés olympiques toute la semaine. Dans un instant, ça sera le tour de table de nos vraies voix qui vont reprendre aussi leur combat de boxe. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs de la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Ah, c'est vraie voix de l'été avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques qui arrivent, et puis ces rencontres magnifiques en plus de nos 3 vraies voix. Je vous rappelle nos 3 vraies voix ce soir: Corinne Tapiro, Raphaël Rémy Leleu et Michel Taube, qui chacun, qui tous, ou chacun a choisi son, parce que si on met chacun, après c'est au singulier, le verbe. Donc chacun a choisi son sujet. Ils ont tous des problèmes, dites chacune. Tu nous fais une Biden. Ah oui, il y a aussi chacune et chacun. C'est vrai. C'est vrai que ça... tout le monde a choisi un sujet. Voilà, tout le monde a choisi un sujet. Posons-nous cette question. Ça sera peut-être l'objet d'un tour de table. C'est parti. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah bon? Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est tout à fait vrai. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le tour de table. De l'actualité. Avec toujours ces jingles incroyables. On ne sait pas d'où ils arrivent et ils sont là. Corinne Tapiro, vous commencez. Vous voulez revenir, alors je cite, sur le procès en islamophobie fait à Sophia Aram. Voilà, tout à fait. Sophia Aram est une humoriste qui a beaucoup de talent, qui fait une chronique sur France Inter. Elle mâche pas ses mots, elle dit des choses qui plaisent pas à tout le monde.
Et à l'issue d'une épreuve des Jeux Olympiques, alors que l'athlète, que je n'écorche pas son nom, qui s'appelle Sifan Hassan, la néerlandaise, a concouru qui a remporté le marathon, qui a concouru sans voile. Elle a mis un voile de façon un peu aléatoire pour la cérémonie de remise de médaille. Donc Sophia Aram a fait un tweet d'humour, comme elle a l'habitude de le faire, et elle s'est pris une volée de bois vert de toutes les bien-pensantes qui sont, à mon avis, les plus ardentes défenseurs de l'oppression des femmes plutôt que de leur liberté, la taxant d'homophobe, considérant qu'elle n'avait aucun respect pour personne. Elle a été vilipendée par tout le monde. Moi, j'attendais quand même de femmes politiques, parce qu'il s'agit notamment de Madame Rousseau et de Madame Soudet, qui sont élues à l'Assemblée nationale, qui représentent la France, qu'elles aient un peu plus de courtoisie à l'égard de leurs collègues, de leur homologue féminine, qui est une humoriste, tout simplement. Elles auraient pu s'insurger contre les 3 ans des talibans en Afghanistan, qui ont décidé de durcir encore plus la condition des femmes, comme si c'était possible. Elles auraient pu s'insurger contre la situation des femmes en Iran et celle des jeunes qui sont opprimés par le régime des mollahs. Mais non, elles s'en prennent à Sophia Aram, qui, je dois le rappeler, d'origine marocaine et vraisemblablement d'origine musulmane aussi. Comment pourrait-elle islamophobe? Le problème dans ce pays, c'est quand on n'est pas d'accord avec cette faction politique qui siège à l'Assemblée nationale de façon qui me semble ne plus représenter la France, on est soit taxé d'être facho, soit taxé d'être islamophobe. Et pour moi, c'est un séparatisme qu'elles sont en train d'entretenir, et c'est totalement inacceptable. Bon, moi, je veux soutenir Sophia Aram, je l'aime beaucoup, et je trouve que ce qu'elle fait, c'est formidable, et qu'elle continue. Alors, je vois 2 questions déjà, effectivement, ce positionnement politique. Alors, vous avez fait référence à Sandrine Rousseau, qui est Europe Écologie Les Verts. Ça tombe bien, nous avons Raphaël Rémy-Leleu, donc je pense que je vais demander à Raphaël de vous répondre là-dessus, et puis peut-être à vous, Michel, sur cette possibilité qu'on laisse ou pas aux humoristes d'aller dans la provocation. Alors peut-être déjà donc vous, Raphaël Rémy-Leleu. Bien sûr, mais en fait, il faut aussi qu'on se mette au clair sur ce dont on discute. Si on parle d'humour, il y a une liberté absolue de caricature, de critique, de satire. Mais là, si on prend la réaction des femmes politiques, et là vous mélangez quelle est leur réaction face à de l'humour, face aussi quelles sont les violences que subissent certaines femmes, et là ça devient plus délicat. Parce que ce qui est compliqué et ce qui est très difficile dans le cas de Sifan Hassan, c'est que depuis cette médaille d'or sur le marathon, cette athlète, cette sportive néerlandaise, a subi des vagues et des vagues de violences, de cyberharcèlement sexiste, misogyne et en effet islamophobes. Et donc, dans ce contexte, ça ne me choque pas que des femmes politiques disent qu'elles ne trouvent pas le tweet de Sophia Aram drôle, qu'elles ne le trouvent pas bienvenu, elles n'ont pas dit ça, qu'elles ne le trouvent pas adapté au contexte, parce que vous avez raison, ces femmes politiques, comme moi d'ailleurs, préféreraient peut-être passer du temps à lutter contre les violences, à parler du triste anniversaire des 3 ans des talibans en Afghanistan, de parler de la manière dont on lutte contre ces violences qui s'abattent en ligne contre un certain nombre de femmes, d'ailleurs plus particulièrement encore contre les femmes racisées, et ça on n'en a pas l'occasion. Et donc attention à tirer des conclusions politiques de cet humour-là, qui est un humour grinçant, qui est un humour sur les questions politiques. Mais Sophia Aram aussi participe du débat politique, et elle le sait très bien. Et d'ailleurs, quand elle répond à Sandrine Rousseau en la taxant de gardienne de la Révolution, ce qui n'est pas neutre, ce qui est limite la taxée de complicité avec le régime iranien, mais en fait, c'est comme ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de semer la confusion entre l'humour et la polémique politique. Et la polémique politique mérite, elle, d'être comptable de ses responsabilités. C'est parce que j'ai dit, donc si vous m'avez mal entendu. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a du mal à voir la frontière. On vous écoute toutes les deux. Et vos 2 points de vue ont été très clairs, audibles. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Et peut-être aussi, alors, réexpliquer les tweets, tout simplement. Et peut-être réexpliquer pour nos auditeurs. Donc, il y a eu exceptionnellement la remise des médailles qui à chaque fois se fait donc sur le site de la compétition. Et là, en fait,
il y a eu cette volonté d'honorer les femmes, le marathon, en instaurant cette remise des médailles au cœur de la cérémonie de clôture. Et effectivement, cette athlète néerlandaise est arrivée avec les cheveux, un voile sur les cheveux, uniquement sur les cheveux, alors qu'elle n'avait pas couru. Et donc ça a créé tout ça. Elle n'avait pas couru voilée. Elle n'avait pas couru voilée. Voilà, c'est ça. Mais Sandrine Rousseau, en tout cas Madame Soudet, a traité Sophia Aram d'humoriste islamophobe. Ouais. Elle a écrit, c'est son tweet. Moi, c'est ce que j'attaque précisément. Ce n'est pas le rôle. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. C'est vrai qu'étant dans l'humour, ça fait bizarre. Moi, je reste Charlie et donc je suis Sophia Aram. Voilà. Bon, Michel Taube. Moi, j'aimerais saluer le choix de Corinne Tapiero, parce que je pense qu'en fait, comment dire, ce n'est pas la première fois qu'on voit des pseudo-féministes, parce que pour moi, Sandrine Rousseau est une pseudo-féministe, manquer d'humour. Manquer d'humour. Parce que en fait, Sophia Aram, elle a juste fait de l'humour, quoi. Elle a juste fait de l'humour. À la limite, Sophia Aram a eu le bon rapport par rapport au fait que l'athlète portait un voile, parce qu'elle a fait de l'humour. Elle a même pas dénoncé le fait que l'athlète porte un voile. Elle a juste dit, parce que je crois que vous ne l'avez pas dit, le tweet initial, c'est moi. Elle met la photo. Quelque part, elle se reconnaît en l'athlète. Elle dit, c'est moi, l'athlète qui porte le voile, c'est moi quand je sors du hammam et que j'ai froid à la tête. Elle a juste dit ça. Elle a même pas eu de discours politique. Non. Elle a fait de l'humour. Et le fait que Sandrine Rousseau transforme un tweet qui effectivement fait de l'humour sur un fait de société. Mais il y a ce contexte que rappelait Raphaël Rémy-Leleu aussi. Ouais. Et donc, deuxièmement, j'aimerais quand même rappeler, je rappelle que lorsqu'il y a eu le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran, qui a donné lieu à des manifestations en France, Sandrine Rousseau et quelques autres pseudo-féministes avaient été hués par les manifestantes, par les femmes iraniennes ou franco-iraniennes qui demandaient la liberté pour les femmes iraniennes et qui contestaient et qui critiquaient le voile comme étant un symbole comme de l'oppression des femmes par des régimes théocratiques. Et sans compter qu'elles ne portent jamais le voile. Je ne dis pas que l'athlète Sifa Hassan est une très grande athlète parce qu'elle n'a pas gagné que le marathon. Elle a gagné 2 autres épreuves. Oui, d'accord. Je ne dis pas qu'elle-même est une islamiste, pas du tout. Je dis qu'elle porte le voile comme elle le veut. Mais en revanche... En même temps, ce n'est pas anodin qu'elle ait souhaité mettre un voile pour cette cérémonie de clôture. On connaît le mécanisme de la servitude volontaire. Et je pense effectivement qu'il est bon de le dénoncer. On est tenu par le temps. Et juste puisqu'il y a eu effectivement une attaque sur Sandrine Rousseau. Je suis toujours très gênée quand des hommes, désolé de le dire ainsi, et particulièrement des gens qui ne sont pas engagés au quotidien dans le combat féministe peuvent se permettre de donner qu'est-ce que vous en savez, Michel Taube? L'une des bases du féminisme, déjà, c'est pas de donner un brevet de féminisme et dire que de Sandrine Rousseau qu'elle est une pseudo-féministe. Je vous souhaite dans ce cas-là d'apporter autant au féminisme français que Sandrine Rousseau. Et demandez aux femmes franco-iraniennes ce qu'elles pensent de son engagement féministe. Il y a le collectif Lettres de Téhéran, qui est l'un des grands collectifs qui participe au mouvement Femmes, Vie, Liberté en France, qui de fait, cette polémique, a annoncé aujourd'hui se retirer du réseau social X parce que c'est insupportable l'instrumentalisation du port du voile. Et pour en revenir au tweet de Sophia Aram, on peut juste considérer que ça n'est pas drôle et on peut aussi considérer qu'il y a de l'humour raciste, qu'il y a de l'humour sexiste et que politiquement on a le droit d'avoir envie d'avoir un humour qui n'est je suis obligé de dire qu'on doit faire une respiration. On revient dans un instant pour la suite du tour de table qui, vous l'avez compris, est particulièrement intéressant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Non, je vous ai pas dit que vous étiez naïve. C'est donc la suite du tour de table. Et évidemment, vous l'avez compris, vous les auditeurs de Sud Radio, avec des thèmes très, très, très précis et très engageants. Et c'est ce que font nos vraies voix. Je le rappelle, Raphaël Rémy-Leleu, Corinne Tapiero et vous, Michel Taube. Nous restons un petit peu dans cet après-Jeux Olympiques avec, cette fois-ci, vous souhaitez revenir sur la suspension de Mohamed Abdallah Kounta, qui est donc athlète du 400 mètres français. Oui. Pour dire en fait une chose toute simple, c'est que selon moi, les athlètes de la haine ne peuvent pas représenter la France. Je m'explique.
on a eu effectivement, il n'est pas le seul, mais je vais le faire vite pour qu'on laisse la place au débat, Mohamed Abdallah Kounta, qui a donc participé à l'équipe... au relais 4x400. Voilà, dont il a été révélé par notamment Patrick Karam, qui est le vice-président de la région Île-de-France, et dont je salue la vigilance et le rôle de lanceur d'alerte, que cet athlète avait commis de très nombreux tweets depuis des années qui étaient des incitations à la haine, des incitations à la dénonciation et plus d'Israël, et surtout, et ce qui moi me paraît le plus terrible, à la séparation entre les Français. Il a commis des tweets qui font des juifs et des chrétiens des cibles à séparer des musulmans, et c'est absolument scandaleux. Et je trouve que lorsqu'on est un athlète qui porte le maillot de l'équipe de France, on a des droits, mais on a aussi des devoirs et on a une responsabilité. On engage les valeurs de notre pays. Et d'ailleurs, il y a la charte, l'article 50 de la charte olympique. Il y a dans le football, la Fédération française de football, dont l'article 1 des statuts est très à cheval sur la neutralité politique, religieuse des acteurs du sport. Et donc, lorsqu'un athlète étale ses opinions personnelles, et que ce sont des opinions qui ne sont pas en fait des opinions, excusez-moi, je me trompe, qui sont des appels à la haine, c'est-à-dire des délits, voire des crimes, parce que ça peut susciter ensuite des actions de meurtre ou d'agression sur d'autres personnes, c'est inadmissible. Et donc, moi, je salue le fait qu'il ait été, en 24 heures, sanctionné par la Fédération française d'athlétisme, qu'il a suspendu, qui a saisi... Il a présenté ses excuses, lui de son côté. Non, il a présenté ses excuses, ça c'est par calcul et par... Et c'était des tweets qui étaient antérieurs aux Jeux Olympiques, hein, qui étaient antérieurs et pendant les Jeux. Il y a eu les deux. Pendant les Jeux. Il y a les deux. Il y a des tweets qui remontent à 2021. Et donc il a été suspendu par la Fédération française d'athlétisme. Le procureur de la République, article 40, a été saisi. Et la commission de discipline de la Fédération d'athlétisme. Et dernier point que je dois dire, c'est qu'on commence enfin à arriver à cette idée très importante, il n'y a plus d'impunité sur Internet. Attaquer des gens, commettre des propos haineux, antisémites, racistes sur Internet, ça peut vous emmener en prison, comme c'est le cas en Angleterre. Et on en a parlé sur la question de la modération hier avec nos vraies voix, et notamment Abdoulaye Kanté qui était là. On avance parce que le chronomètre tourne, et c'est à vous, votre tour de table, Raphaël Rémy-Leleu, à vous lancer un au secours. Le gouvernement prépare la rentrée. Oui, ça y est, de mon côté, c'est fini les Jeux Olympiques. On attend les Jeux Paralympiques avec impatience. Et pendant ce temps-là, le gouvernement prépare la rentrée. Gabriel Attal l'a dit, il est Premier ministre, il est démissionnaire. Mais il va quand même donner à chaque ministère des lettres plafond. Donc qui plafonnent le montant des dépenses dans chaque ministère. Et c'est là que j'ai un gros problème, parce que on dit souvent la rentrée c'est le temps des enfants, c'est le marronnier, on voit ces images de chacune qui va à l'école et autres. Et là, on apprend que durant cet été, avec un gouvernement démissionnaire, on a 480 emplois de contractuels qui sont supprimés dans la protection judiciaire de la jeunesse. Alors que vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, on a un vrai besoin de services publics, y compris dans les services publics qui protègent les enfants, que ça soit l'aide sociale à l'enfance ou les services de protection de la jeunesse, les services de protection judiciaire de la jeunesse. Et pire encore, mais alors là, ça va parler à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, parce que c'est partout en France, on a des suppressions de classes massives. C'est 183 classes à Paris, 37 dans la Manche, 31 dans les Deux-Sèvres, 41 en Eure-et-Loire, 35 en Charente-Maritime. N'en jetez plus. Partout en France, on a des classes qui ferment, des écoles qui sont menacées de fermeture, des familles qui se demandent si la petite sœur va pouvoir faire ses études dans la même école que le grand frère, etc., etc. Et tout ça, au fait d'un gouvernement démissionnaire, ça m'apparaît comme étant extrêmement compliqué pour préparer cette rentrée. D'où peut-être la nécessité assez urgente de nommer un Premier ministre avec un gouvernement. Et ça, presque, j'ai envie de répondre à la première intervention de Gilles tout à l'heure qui disait « Mais comment on fait ? Tout le monde est bloqué ?» Ben oui, mais il faut bien qu'il y ait un Premier ministre ou une Première ministre en France, donc trouvons des moyens de gouverner. Merci à vous trois pour ce tour de table. Oui, je sais, mais c'était tellement intéressant, mais on a plein de choses. Moi, cette émission me donne un plaisir immense, parce que votre contenu est magnifique, et j'espère qu'il vous plaît, vous, chers auditeurs. Et vous avez rendez-vous dans un instant. Nous allons parler des commémorations des 80 ans du débarquement de Provence, qui
tombe un petit peu à l'eau aujourd'hui, disons-le. Une météo capricieuse et certains États africains chafouins, oui, qui ont refroidi l'ardeur du président Emmanuel Macron venu ce matin dans le Var rappeler le sacrifice des troupes françaises composées de soldats africains sur les plages méditerranéennes. Sur fond de tensions diplomatiques et de politique anti-française, la question se pose et ce sera l'objet de notre grand débat dans un instant. La France est-elle suffisamment reconnaissante de ses anciennes colonies africaines? Vous répondez sur le compte X de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous éclairer. Nous aurons un observateur de marque, Sédic Abba, journaliste, écrivain et président du Centre international de réflexion et des études sur le Sahel, qui nous éclairera. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. C'est le 15 août et ça parle et nos vraies voix qui n'arrêtent pas, vraiment, qu'on soit à l'antenne ou pas. Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement Les Républicains dans Paris, 12e arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école est avec nous. Raphaël Rémy-Leleu aussi, conseillère de Paris, écoféministe et auteur de Beyoncé est-elle féministe? Je lui ai posé la question, elle m'a dit ça coûte 15 €. Pour avoir la réponse. Non, mais ça m'intéresse finalement, je vais quand même l'acheter. J'aime beaucoup le finalement, je vous le dédicacerai. Merci, voilà. Bon, et puis Michel Taube, fondateur du média Opinion Internationale et éditorialiste politique. Merci d'être avec nous, c'est parti pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Trop souvent occulté au profit du débarquement des Alliés en Normandie, le débarquement de province du 15 août 1944 a largement contribué à la libération de la France. Malheureusement, les difficultés diplomatiques de la France en Afrique ont réduit la liste des présents ce matin pour la commémoration des 80 ans organisée à Boulouris dans le Var. L'hommage aux combattants africains venus sauver la France pose les traditionnelles questions de notre relation avec les populations de nos ex-colonies perturbées par les risques de violents orages. Une partie des cérémonies ont dû être annulées. Au-delà des déceptions, nous vous posons donc la question sur le compte X de Sud Radio. Je vous donne le résultat dans un instant. La France est-elle suffisamment reconnaissante de ses anciennes colonies africaines? Pour nous donner son point de vue et nous éclairer, Sédic Abba, donc journaliste, écrivain, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bonsoir Sédic Abba. Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs. Merci en tout cas d'être présent avec nos vraies voix. Vous les avez entendus et ils sont remontés. Donc elles sont remontées, ces vraies voix. Donc on va débattre. Je voudrais juste que nous écoutions le président du Cameroun, Paul Biya, qui a pris la parole tout à l'heure. Et d'entrée, il a apporté cette touche symbolique. Les milliers d'hommes qui, sous la direction du général de Latte de Tassigny, ont combattu avec bravoure étaient pour un grand nombre originaires de tout l'empire colonial français, qui venaient entre autres de l'Afrique subsaharienne. C'est dire que la contribution de l'Afrique a été significative pour rompre les chaînes de l'occupation allemande. Oui, c'est important, le rôle de l'Afrique, et le président Macron a ajouté, tous ceux qui se reconnaissent comme Français ont vocation à être ensemble. Il y avait plein de symboles. Déjà, peut-être, sur cette, on va dire, présence peu nombreuse, 6 chefs d'État seulement. Ça dit quoi exactement de la situation, Sédic Abba ? Non, je crois que ça traduit un peu les difficultés de la relation entre la France et ses anciennes colonies. Si vous regardez, la plupart des Sahéliens ne sont pas venus. Les Burkinabés n'étaient pas là, les Maliens, les Nigériens, en raison justement des problèmes diplomatiques qu'il y a entre la France et ces pays. Dans aucun de ces 3 pays, à l'heure où je vous parle, il y a un ambassadeur de France. Dans le cas particulier du Niger, l'ambassade de France a été fermée. C'est totalement inédit. Il n'y a que 4 ou 5 pays dans le monde où il n'y a pas d'ambassade de France et les autres ne sont pas des colonies, des anciennes colonies françaises. Au Niger, ancienne colonie de la France, il n'y a pas d'ambassadeur. Les relations diplomatiques sont presque rompues et ça traduit justement aujourd'hui la dégradation des relations entre la France et ses anciennes colonies. Bon, alors, réaction autour de la table. Corinne Tapiro. Non, je voulais juste dire que c'est pas du fait de la France qu'il n'y ait plus d'ambassade au Niger, vous le savez bien. Mais on a une vraie
excusez-moi, on a une vraie difficulté sur cette commémoration, pas celle-ci en particulier, c'est que j'ai l'impression que depuis quelques années, on ne cite plus la coopération de toutes ces anciennes colonies dans ses discours. Et ça, je trouve que c'est regrettable parce que ce sont chacun à sa manière a apporté une contribution directe à la libération de la France. Et je crois que ça doit être reconnu. Je vais vous donner un exemple. Oui. En Normandie, il y a une statue qui a été inaugurée il y a 2 ans, qui a été faite à partir d'une souscription américaine qu'ont lancé les vétérans de l'armée américaine pour honorer le travail de la résistance locale. C'est-à-dire que ça symbolise chacun des corps de métier qui ont apporté quelque chose. Mais ils voulaient vraiment remercier cette résistance qui avait facilité le débarquement. Donc je pense que c'est toujours bien de remercier chacun et chacune. Après, les difficultés diplomatiques, il y en aura toujours. Et on ne peut pas à chaque fois se soustraire à des événements comme cela. Bon, on continue le jeu de ping-pong. Réponse Seydi Kaba. Oui, je crois que la question m'a été posée sur le contexte de la commémoration. Si je devais parler de la commémoration elle-même, vous savez que ce débarquement en Provence n'a pas, de mon point de vue, le coût qu'il aurait pu et qu'il aurait dû avoir. Il y a ces dernières années quelques efforts pour le mettre en valeur, mais la question de la contribution de l'ancien empire colonial à la libération de la France n'est pas suffisamment valorisée. Il n'y a qu'à prendre les manuels scolaires pour voir quelle est la place qui lui est réservée. Alors c'est vrai pour le coup que ce débarquement précisément est totalement oublié des manuels scolaires. Michel Taube. Alors d'abord je voudrais saluer Seydi Kaba qui est selon moi un des très très grands journalistes français spécialistes de l'Afrique et il en manque malheureusement je trouve beaucoup en France. La deuxième chose que je dois dire c'est que le débarquement de Provence n'est pas oublié uniquement parce que des troupes coloniales françaises auraient contribué à ce débarquement. Le débarquement de Provence, c'est aussi des militaires français de métropole qui ont été oubliés. En fait, le débarquement de Provence a un peu grandi à l'ombre du débarquement de Normandie, dont le cinéma s'est emparé avec des grands films, etc. Donc, si vous voulez, le fait qu'on parle peu, et moi je suis alsacien, je peux vous dire qu'à Colmar, on connaît assez bien le débarquement de Provence parce que c'est la même armée qui a libéré Colmar et qui a libéré la Provence. C'était la première armée du maréchal de Lattre de Tassigny avec notamment des soldats franco-africains. Donc c'est pas lié qu'à l'Afrique. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu certes que 6 chefs d'État, mais en fait près de 25 pays africains et de l'océan Indien, parce qu'il n'y avait pas que des Africains dans les armées françaises de l'époque. Hein. Il y avait aussi des ressortissants de l'océan Indien. Donc plus de 20 pays étaient représentés en Provence aujourd'hui. Et enfin, j'aimerais insister très très lourdement, si certains pays ne sont pas présents, c'est parce qu'ils ont développé une politique anti-française qui est totalement scandaleuse. Par exemple, le Mali, comment vous expliquez, comment pourrait-on avoir ne serait-ce qu'une représentation du Niger alors que le chef de la junte a nommé comme conseiller spécial un certain Kémy Séba, qui est ce Français qui a brûlé son passeport français il y a 3 ou 4 mois et qui a craché toute sa haine de la France pendant des années. Donc il faut aussi arrêter de faire du French bashing, du France bashing, quand en Afrique, il y a aussi des responsabilités quant aux difficultés de la relation entre la France et l'Afrique. Je repose la question parce qu'il y a eu un petit problème sur le compte X de Sud Radio. En fait, la question n'est pas partie, donc je vous repose cette question qui est au cœur de notre débat et du coup je peux pas vous donner pour l'instant le score parce qu'il vous faut le temps de voter. Donc nous vous posons la question à vous, les auditeurs de Sud Radio. La France est-elle suffisamment reconnaissante de ses anciennes colonies africaines? Vous donnez votre point de vue et vous pouvez aussi appeler au 0826 300 300. Raphaël Rémy Leleu, vous n'avez pas parlé, j'ai vu que vous avez noté des choses. J'ai plein de choses à vous dire. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement intéressant parce que là, on voit à quel point aussi l'histoire nourrit les relations diplomatiques, nourrit les tensions géopolitiques actuellement, même si on ne peut pas balayer d'un revers de la main toutes les tensions diplomatiques aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne et y compris l'ingérence russe. Mais pour en revenir à l'historiographie du débarquement de Provence, il y a beaucoup de choses qui sont en compte. Il y a bien sûr le fait que dans le calendrier des commémorations, dans le calendrier
y a la libération de Paris qui prend beaucoup de place dans notre imaginaire collectif. On en fait des tonnes sur la Normandie, mais aussi parce que la Normandie a un tourisme mémoriel, ce qu'a très peu la Provence. Et puis c'est vrai que alors il y a cette nécropole là de Boulouris qui du coup est un petit peu mise en valeur aujourd'hui. On n'a pas les grands musées, on n'a pas les grandes visites guidées. Et puis il faut reconnaître aussi néanmoins qu'il y a un récit de la libération, un récit gaulliste dans lequel ne s'inscrivait pas bien ce débarquement de Provence, y compris pour des raisons racistes, il faut le dire, mais aussi du fait de la personnalité et des changements et des évolutions du maréchal de Latte de Tassigny. Bref, tout ça est vraiment imbriqué dans le devoir de mémoire qu'on doit faire, parce que j'aime beaucoup la manière dont vous avez formulé la question qui est maintenant sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui, ça y est. Et d'ailleurs, qui était aussi sur le site internet, et pour l'instant, les Français disent oui à 63%. C'est-à-dire, la France est-elle suffisamment reconnaissante de ses anciennes colonies africaines? Oui à 63% pour le site internet. Continuez, Raphaël. Et j'aime beaucoup cette question parce que vous posez la question de la reconnaissance au sens de la gratitude. Oui. Mais du point de vue de l'histoire coloniale française, on a encore beaucoup de choses à faire du point de vue de la reconnaissance de certains crimes, de certaines spoliations. Et ça, on voit que c'est un travail qui est toujours en cours. Et cette histoire est très vivante. Et j'en terminerai là-dessus. Est-ce que vous connaissez, mesdames et messieurs, Suzanne Rouquette? Pas moi. Alors, écoutez, je vous en fais grâce, puisque moi j'ai découvert son existence ce matin, grâce aux travaux d'Élodie Jonot. Et en fait, il y avait aussi beaucoup de femmes dans l'armée B, et notamment la lieutenant Suzanne Rouquette, qui était ambulancière et qui menait un bataillon, comme quoi on a aussi une histoire féminisée du débarquement à redécouvrir. Importante précision. De votre côté, Cédric, sur ce lien-là, aujourd'hui, qu'on est en train finalement d'instaurer entre la commémoration et puis on va dire l'héritage colonial. Est-ce que il n'est pas temps justement de dire regardez, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu plein de messages universels, il y a cette commémoration des 80 ans. Est-ce que il faut passer à une autre politique qu'on appelait dans le temps France-Afrique, mais est-ce qu'il faut passer à quelque chose de différent maintenant? Non, moi je salue Michel Taube dans le magazine Opinion Internationale fait un travail formidable sur l'Afrique, parce que la couverture de l'Afrique est souvent assez congrue dans les médias. Je suis moi-même journaliste, donc je voudrais saluer le travail qu'il fait lui-même à travers ses éditoriaux, ses interviews, y compris des chefs d'État africains. Maintenant, sur la question elle-même, je suis d'accord sur l'aspect politique, Vous savez, pour bâtir une relation de confiance, une relation solide, on ne fait pas faire table rase simplement du passé. Il ne s'agit pas de revisiter le passé par nostalgie. Mais par exemple, ce que la France vient de faire avec le Rwanda, à mon avis, qui a permis, à travers un travail d'historien, le rapport Duclerc, de voir quelle a été la responsabilité de la France et d'ouvrir un nouveau chapitre. Le même type de travail peut être considéré avec Madagascar sur le massacre colonial qu'il y a eu, sur l'épisode de Tcharoy à Dakar où d'anciens combattants qui réclamaient leurs droits ont été tués dans une répression coloniale, etc. On peut, à mon avis, regarder courageusement ensemble, sans haine, sans rancune, le passé et puis envisager l'avenir de façon sereine, dans un partenariat gagnant-gagnant où chacun a son intérêt. Moi, je crois qu'on a une histoire commune. Par exemple, pour donner un petit exemple, quelles que soient les relations entre le Mali et la France, il y a un lien qui est indissoluble. Il y a environ au moins 100 000 Maliens, une diaspora malienne de 100 000 personnes sur le territoire français. Je ne vois pas comment on peut oublier ce type de relations. Il y a aujourd'hui de passerelles entre la France et ses anciennes colonies qui, quelles que soient les relations qu'il y aura entre Paris et les capitales africaines, vont demeurer. Donc, si on est dans ce contexte, la meilleure chose à faire, c'est de regarder ensemble là où il y a des choses à corriger du point de vue de l'histoire coloniale et envisager l'avenir sur de nouvelles bases. La question, c'est peut-être, est-ce que c'est urgent? Parce qu'il est question aussi de cohésion sociale, Michel Taube. Oui, mais moi, je dois surtout dire, plutôt que, comme l'a fait Madame Raphaël Rémy Leleu, de parler du passé sur les crimes qui ont été commis, les choses négatives, etc. Moi, je pense que la meilleure façon de rendre hommage à l'histoire commune que nous avons eue et que nous avons entre la France et l'Afrique, entre l'Afrique
la France, c'est de se tourner vers l'avenir. Oui, d'accord, mais là, il est question de commémoration. Mais oui, mais c'est le sens. Mais c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Parce qu'il y en a certains qui regardent l'histoire avec un rétroviseur et avec un fouet pour s'auto-flageller toutes les 5 minutes, ou plus exactement pour flageller celui qui est en face, en l'occurrence la France, alors qu'en fait, on a tous intérêt à construire l'avenir sur les bases d'une histoire commune qui a été parfois tragique et qui a été souvent très glorieuse. Alors, Michel Taube, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais de grâce, peut-être ne vous opposez pas sur la notion de l'importance du passé, du présent et du futur, parce que tout est important. Raphaël Rémy-Leleu a évoqué le passé, vous évoquez très bien le futur. Qu'est-ce que vous souhaitez évoquer? Parce qu'il y a aussi le présent, Corinne Tapiroux. Bien sûr, il y a le présent, mais moi je pense qu'on doit parler du rôle qu'ont joué les goumiers marocains, les tirailleurs sénégalais, etc. Et comment les soldats français ont été dans ces armées avec eux. On a ceux qui sont venus dans nos armées et nous sommes allés dans ces armées. Et en fait, c'est tout un pan d'histoire qui est méconnu. Et c'est méconnu parce que on a l'impression que c'est barbant, qu'on ne peut pas apprendre ça à l'école, qu'on ne peut même pas apprendre ça à la faculté. Alors que le fait d'avoir été ensemble, ça veut dire plein de choses. Et ça laisse à penser presque qu'il n'y a pas suffisamment d'archives sur ce débarquement de Provence pour pouvoir en parler mieux, pour pouvoir en parler de façon non pas positive, parce que je pense que gagner une guerre, ça a été un combat solidaire et de bonne entente entre chacune des factions, quels que soient les pays d'origine. Il fallait mettre fin à ce régime nazi, ça a été fait en solidarité et en communion. Donc je ne vois pas pourquoi certains ne viendraient pas à ces commémorations, parce qu'il y aurait eu quelques différends dans la mesure où c'est un pan d'histoire commune auquel ils n'ont peut-être pas eux-mêmes personnellement participé, mais qui était aussi quelque chose qui rend fier toutes les nations d'avoir réussi ça. Et moi, je suis toujours gênée quand on n'est pas capable de rendre fier. Mais il y a aussi cette question de la reconnaissance. Attendez, je vous donne juste la parole, Sédic Abba, juste pour dire que les États présents, Cameroun, Togo, Centrafrique, Comores, Gabon, Maroc. Allez-y, Sédic. Oui, non, je crois que si on essaie d'affiner, il faut reconnaître l'effort de correction qui a été fait. Pendant longtemps, les tirailleurs sénégalais, en tout cas ceux qui sont venus de colonies, avaient une rémunération inférieure à celle de leurs homologues français, avec lesquels ils étaient égaux devant les balles de l'ennemi allemand. Et pendant longtemps, ce travail il y a eu cette revendication qui a été portée par ceux qui sont vivants. Ensuite, il a fallu l'arrivée du président Hollande pour que certains qui n'étaient pas encore éligibles à la nationalité française, qui ont participé à ces guerres et puis accéder à la citoyenneté française. Maintenant, il y a aussi le fait que pendant longtemps, ces tirailleurs, ou en tout cas leurs héritiers, ne pouvaient pas bénéficier de leur pension s'ils ne résidaient pas sur le territoire. Donc tout ça a fait un travail de correction, a fait un travail d'avancée. Je crois qu'il faut poursuivre cette dynamique pour apporter toutes les mesures correctives qui peuvent améliorer les relations. Il ne s'agit pas. Pour moi, le lien entre la France et ses anciennes colonies est un lien indissoluble. J'ai parlé de diaspora, on peut parler d'autres considérations. Les liens de mariage qu'il y a entre ces populations, à mon avis, puisqu'on est condamné à aller ensemble, à cheminer ensemble, il vaut mieux voir qu'est-ce qui peut améliorer ces relations, qu'est-ce qui peut le rendre beaucoup plus fortes. On a parlé un moment dans notre débat de la Russie. Pour moi, jamais la Russie ne pourra remplacer la France dans les anciennes colonies, parce que le lien n'est pas le même. Et ne serait-ce que de par la francophonie, ne serait-ce que ça. Oui, Michel Taube. Mais mon cher Sédic Abba, je donne un exemple, mais après effectivement il y a plein d'autres choses. Quand Sédic Abba dit, et c'est très important que ce soit lui qui le dise, que la Russie ne va jamais remplacer la France, mais malheureusement, ce n'est pas ce que pense le chef de la junte au Niger. C'est pas ce que pense les autorités maliennes actuellement. Ce n'est pas ce que pensent beaucoup d'internautes qui sur les réseaux sociaux vantent les mérites de la Russie, de Wagner, alors que ce sont des autocrates et des gens qui ont un mépris de l'Afrique et des Africains qui est hallucinant. Et la Chine. Et attendez, parce qu'une petite conclusion. Raphaël Rémy-Leleu. Non, attendez, Sédic, s'il vous plaît. Sédic, juste, Raphaël Rémy-Leleu, la France a ce travail à faire pour renouer une diplomatie efficace en Afrique.
C'était le sens de mon propos tout à l'heure et je crois qu'il ne faut pas le biaiser ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a tout un travail mémorial à faire et à continuer. Et puis, il y a des relations diplomatiques d'équilibre à construire en Afrique et on n'y est pas encore tout à fait. C'est un territoire qui est extrêmement tendu actuellement. Je suis contente de voir que vous ayez au moins trouvé mon apport sur les ingérences russes intéressant. Bon, eh bien voilà. Écoutez, cette émission a eu cette particularité d'avoir des débats qui à chaque fois auraient pu durer le double de ce qu'on avait en temps. Je remercie Sédic Abba pour son éclairage. C'était très intéressant. Merci. Nous en reparlerons, mais c'est le principe de la radio, nous sommes tenus par le temps. Vous avez été exceptionnels, nos 3 vraies voix. Corinne Tapiro, Raphaël Rémy-Leleu, Michel Taube. Merci à vous, merci. Également à Thibaut Sadler à la réalisation. Rendez-vous demain, les vraies voix. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.